Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Service Gagnant. Aujourd'hui c'est la première émission en direct et nous sommes très heureux avec Dorian de vous la présenter. Également très heureux, c'est la première édition en direct, ça fait quelque chose quand même, ça fait deux fois qu'on lance l'émission, une fois un pilote, la deuxième fois pas en direct, mais là première en direct c'est quelque chose, c'est bien. Exactement, aujourd'hui avec nous sur le plateau Paul Vinel qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Comment vas-tu Paul ? Bah écoute, parfaitement bien, tu l'as dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je suis content d'être sur le plateau pour cette première émission en direct, c'est quelque chose de grand, donc on va vivre ça ensemble, c'est cool. Très bon anniversaire quand même. Merci, c'est gentil. Avec nous également Tom Ferro, toute première émission pour ta part, comment tu te sens ? Écoute, ça va, nickel, je parlais d'un sport que je maîtrise pas assez particulièrement, le tennis, et voilà pour la première en direct, ça fait plaisir. Et enfin, à la région, on a repris la sérénité, la confiance. Notre cher Baptiste et le Mété, on le remercie d'avance de gérer le son et notre émission. Programme assez chargé qui nous attend avec de belles performances françaises à célébrer dans plusieurs disciplines. On commence tout de suite avec du tennis où la France fait son grand retour parmi les grandes nations mondiales. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du Master, le dernier tournoi ATP de l'année. Nous n'en parlerons pas parce que la France est en train de revenir parmi les grandes nations du tennis. Après la très belle victoire de Bonzi en finale de l'ATP de Metz en sortant des qualifications, je le rappelle, le Français entre dans le top 100. Il porte donc à 13 le nombre de joueurs français dans ce top et cela fait de la France le pays le plus représenté. Loin devant les deuxièmes que sont les États-Unis et l'Australie qui compte 9 représentants. Une belle victoire sportive pour notre pays. Après ce point sur le tennis français et la performance remarquable de Benjamin Bonzi, intéressons-nous à un autre sport de raquette où la France brille également. Direction le tennis de table où un jeune prodige continue d'impressionner les fans et de gravir les échelons mondiaux. En effet, Félix Lebrun continue de marquer l'histoire du tennis de table français. Grâce à ses récentes performances, notamment sa victoire à Montpellier et son quart de finale à Francfort, le jeune joueur de 18 ans se hisse à la 4e place mondiale. Ce nouveau classement représente le meilleur rang de sa jeune carrière et place Félix parmi les meilleurs mondiaux. Et ce n'est pas tout, Félix partira tête de série numéro 3 au final du circuit WTT à Fukuoka au Japon, qui est l'équivalent du Masters de tennis. Cela est dû au forfait de deux grandes stars chinoises, Ma Long et Fan Zhendong. Ce contexte pourrait bien ouvrir des opportunités intéressantes pour le Français, qui aura l'occasion de se mesurer aux meilleurs joueurs asiatiques. Bravo à Félix Lebrun pour cette ascension fulgurante dans le monde du tennis de table. Et maintenant, faisons un petit saut dans une autre discipline de raquette qui gagne en popularité, le paddle. Récemment, la Coupe du Monde s'est tenue à Doha et deux géants de ce sport s'y sont affrontés. On retourne au Qatar, on vous avait quitté il y a 2 semaines en pleine Coupe du Monde de paddle à Doha. Il est temps de faire un récapitulatif des vainqueurs. Et comme souvent lors des tournois majeurs, on retrouvait en finale de cette Coupe du Monde les deux grandes nations de ce sport, l'Argentine et l'Espagne. Et il y a eu match, après avoir remporté la première opposition plutôt facilement, les Espagnols craquent complètement et finissent par perdre la finale 2-7-1. Les Argentins confirment leur place de cette première nation mondiale juste devant les Espagnols et rapportent un 2e titre de champion du monde à leur pays. Et quel spectacle nous a offert cette finale de Coupe du Monde de paddle. Restons dans l'ambiance des compétitions internationales et des sports de raquettes, mais cette fois cap sur le Japon où se tient le Kumamoto Masters de badminton. Là encore, des Français se démarquent. Les Français connaissent des fortunes diverses au Kumamoto Masters au Japon. Alex Lanier s'est malheureusement incliné dès le premier tour face au Chinois Li Shifeng, actuellement numéro 9 mondial. Mais les espoirs tricolores restent en lice grâce aux frères Popov, Thomas Junior et Christophe Popov qui se sont qualifiés pour le tour suivant. En double mix, c'est la paire française Delphine Delruy et Tom Jikel qui continuent sur leur lancée et se qualifient pour les quarts de finale. De belles performances pour les Bleus dans ce tournoi Super 500. C'est la fin de ce tour d'actualité sur les sports de raquettes. Maintenant, place à la découverte. On va s'intéresser à un sport encore méconnu, mais qui fait peu à peu son chemin en France. On en a parlé il y a 2 semaines, c'était dans le quiz, le pickleball. Un mélange étonnant de tennis, de paddle, de badminton et même de tennis de table. Et pour nous en parler, Paul nous a préparé une chronique sur les origines et l'essor de ce sport original. D'ailleurs, pour voir si ce nom vous disait encore quelque chose, on est allé dans la rue poser des questions aux passants. Et vous verrez, le pickleball est encore un mystère pour beaucoup. Connaissez-vous le pickleball ? Non. 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 Eh bien, s'ils ne connaissent pas, c'est pas grave, puisque c'est un petit nouveau dans le paysage du sport français, mais le pickleball compte bien se faire une place dans le sport de raquette. Arrivé en France en 2014, cette discipline est un savant mélange de tennis, de paddle, de badminton, mais aussi de tennis de table. Alors pour comprendre l'origine de ce sport, il faut revenir dans le passé. Il est né aux États-Unis, près de Seattle, en 1965. 3 pères de famille ont eu une idée hors du commun, celle de jouer sur un terrain de badminton avec des raquettes de tennis de table, une balle en plastique et un filet de badminton.
badminton. Et en ce qui concerne les règles, Paul ? Eh bien, une partie se joue sur un terrain de badminton, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, le filet de badminton a laissé place au filet de tennis. On y retrouve la prise raquette du tennis de table. Et pour ce qui est de la raquette, elle ressemble très fortement à celle utilisée en paddle. La balle, quant à elle, est un plastique rigide et elle est légèrement plus grande que celle utilisée au tennis. D'ailleurs, sa particularité est qu'elle est perforée de trous. Pour ce qui est du match, il se joue en 2 sets de 11 points avec 2 points de différence à partir de 10-10. Un point est marqué uniquement par l'équipe au service. Celle-ci doit servir toujours en croisée dans le carré de service de l'équipe adverse. Mais alors, pourquoi ce nom de pickleball ? Eh bien, pickle, qui signifie en français cornichon, n'a rien à voir avec le nom de cette discipline. L'appellation de ce sport est tout simplement venue du nom du chien de la famille qui se nomme Pickle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il courait tout le temps après la balle utilisée pour jouer. Les inventeurs ont décidé de baptiser ce sport en hommage à ce canin. Légende ou pas, allez savoir. En tout cas, à l'heure actuelle, le nombre de licenciés en France s'élève à près de 300 personnes. La hype autour de ce sport est bien plus importante de l'autre côté de l'Atlantique, avec plus de 36 millions de personnes qui le pratiquent au moins une fois par an et on recense près de 8 500 000 adhérents. Merci Paul, c'était très intéressant et ça nous fait un nouveau sport à parler dans notre émission. C'est plutôt une bonne nouvelle, Dorian. Ouais, bah justement, je vais rebondir dessus. Déjà, ça m'a choqué le 1965, ça fait longtemps et on n'en parle que maintenant. C'est vrai, Ouais, je sais que t'es pas forcément au courant, mais c'est bizarre qu'en 1965, il y a déjà ce sport qui commence à naître et il n'est réellement qu'en 2024. Et encore, il est pas vraiment né. Et bah ouais, mais après, je pense que les États-Unis, ils ont toujours eu un temps d'avance sur l'Europe. Je pense que c'est un sport, comme j'ai dit, avec 36 millions de personnes qui le pratiquent au moins une fois chaque année. Ça montre que voilà, c'est un sport qui aujourd'hui va être amené à évoluer, surtout qu'on parle de plus en plus de paddle, de ce genre de choses. Et même, je trouve que j'ai regardé quelques vidéos avant, et c'est quelque chose quand même qui est assez abordable, que ce soit pour les personnes un peu plus âgées, puisque voilà, c'est des petits terrains, pour les plus jeunes aussi, les enfants. Donc vraiment, je pense que ça va toucher beaucoup de monde. Et si ça a tardé à venir, c'est parce que je pense que voilà, les Américains, ils étaient un petit peu cloisonnés dans ce sport en fait. Après, je sais pas si on peut le considérer vraiment comme un sport parce que je me suis renseigné un petit peu parce que la dernière fois il y avait cette question et il n'y a pas de fédération s'il fait partie de la fédération de tennis. Exactement. Donc c'est encore qu'un loisir, je pense. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que voilà, ça va être amené ça va mettre du temps, à évoluer aussi. Même les règles vont évoluer et tout. Donc, ouais. Parce que les règles sont assez complexes aussi. Ouais, il faut créer un truc différent de tous les sports de raquettes qui existent déjà, donc Exactement. c'est compliqué. Merci en tout cas Paul pour ce papier de qualité. On va passer au débat du jour avec toi Tom. Ces derniers temps, la problématique des calendriers touche beaucoup de sports et le tennis ne déroge pas à la règle, un débat touchant jusqu'à l'élite de ce sport. Exactement Mathéo, et ça a commencé en septembre dernier, avant le début de la Lever Cup. C'est Carlos Alcaraz qui s'est plaint de ce rythme effréné avec des mots forts. Je cite, il y a beaucoup de tournois obligatoires, ils vont nous tuer. Parfois, on n'a même pas envie d'aller à un tournoi. Donc après ces déclarations fortes, le numéro 1 mondial Yannick Sinner a évidemment été interrogé à ce sujet. Il répond, je cite, il y a des tournois obligatoires, certes, c'est évident, mais chaque joueur peut encore choisir où et quand jouer. On n'est pas obligé de jouer tous les matchs. Par exemple, ces 2 dernières années, j'ai sauté des tournois parce que je voulais m'entraîner. Voilà ce qu'a ajouté le vainqueur du dernier US Open. Et lors des Masters qui se déroulent en ce moment même à Turin, certains joueurs ont remis le sujet sur la table, n'est-ce pas ? Exactement, Carlos Alcaraz a quant à lui encore remis une couche plus récemment. Il a assumé être fatigué mentalement après sa défaite 2-7-0 contre Casper Ruud ce lundi au Finals de Turin. Toujours dans le même tournoi, Daniil Medvedev a quant à lui laissé sous-entendre qu'une élimination prématurée ne le dérangerait pas. Alors messieurs, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous plutôt de l'avis de Carlos Alcaraz ou vous rangez-vous plus du côté de Sinner ? Merci Tom pour ce papier. Alors Paul, de quel team tu es ? Moi, je serais plus celle de Carlos Alcaraz. Je pense qu'aujourd'hui, le business a pris un pas supplémentaire sur le sport. C'est aujourd'hui important voilà, de multiplier un petit peu les tournois pour gagner déjà des points dans le classement, etc. Et je pense aussi que le niveau aujourd'hui est beaucoup plus fort qu'à l'époque. On n'en entendait pas trop parler à l'époque, mais aujourd'hui c'est vrai que le niveau se resserre et je pense qu'il y a une certaine pression mentale aussi avec tout ce qui est médiatique, etc. Donc il faut être au top tout le temps et je pense que cette fatigue elle se ressent là-dedans. Et toi Tom ? Moi ça dépend, c'est-à-dire que souvent on essaie de comparer les époques. Après on sait que voilà, récemment il y a eu un nouveau format qui a été mis en place en 2023 par les ATP. Donc si vous voulez je peux vous en parler un petit peu. Donc c'est-à-dire que mise en place, donc c'était 5 des 9 Masters 1000 se jouent sur 12 jours, donc Madrid, Rome, Shanghai, égalant désormais la durée d'Indian Wells et Miami. Un total qui va donc passer à 7 en 2025 avec le Canada et Cincinnati pour grossir les rangs, laissant seulement Monte-Carlo et Paris-Bercy comme les seuls restants sur une semaine. Donc voilà, on sait que le rythme il est vraiment soutenu et surtout c'est qu'il y a aussi le règlement qui est seul hic ou sauf blessure, les meilleurs joueurs du monde n'ont pas le choix pour avoir le maximum de points et ne pas risquer de manger une amende en cas d'absentéisme trop élevé, ils doivent prendre part à au moins 19 compétitions.
Donc en plus le rythme des matchs, en plus du règlement, est-ce qu'il ne faudrait pas changer cela? C'est encore un débat, comme on peut dire, comme je l'ai dit, c'est dans tous les sports, notamment le foot, mais c'est vraiment un débat universel dans tous les sports. En tout cas, moi, je suis plutôt de la team Sinner parce que je pense que on va dire les 100 premiers joueurs mondiaux, ils gagnent très très bien leur vie grâce au tennis et ils ont le choix de participer ou non à un tournoi. Et je pense que, au vu de leur staff technique qu'ils ont à leur main, ils peuvent dire on va décider de faire une tournée dans tel pays et faire 3 tournois en un mois. Je pense que c'est leur métier. Et vu le cash prize qui a augmenté dans tous les tournois de tennis, on peut attendre d'eux qu'ils soient là sur beaucoup de tournois parce que quand on voit que là, par exemple, Tsitsipas qui est remplaçant au Masters de Turin, il gagne 350 000 € juste la semaine alors qu'il est juste remplaçant. C'est-à-dire qu'il peut passer une semaine sans jouer. C'est des sommes astronomiques quand même. Et il gagne 350 000 €. Donc je pense bien qu'il peut faire l'effort de se déplacer à Turin juste pour regarder dans les tribunes et taper 2 fois la balle. Je pense qu'ils peuvent faire cet effort-là. Non, mais c'est pas parce qu'il y a de l'argent que le corps il va suivre. Enfin, l'argent ça fait pas tout. L'argent, ok, tu gagnes de l'argent, c'est comme un métier, mais l'argent ça fait pas suivre ton corps. Ton corps, s'il a pas envie ou s'il y arrive plus, c'est pas l'argent qui va remplacer ton corps. Après, si on suit les propos de Carlos Alcaraz qui dit que le calendrier est surchargé, il va falloir qu'il m'explique pourquoi il est allé à Dubaï faire l'exhibition où il a pris 6 millions €. Parce que ça, c'était pas du tout obligatoire, c'était une exhibition. Donc, va falloir, s'il est fatigué, je comprends parce qu'il a une grosse saison. Mais alors, pourquoi tu vas t'envoyer à Dubaï pour gagner 6 millions alors qu'il a déjà gagné je sais pas combien de millions. Ouais, mais dans ces cas-là, Sinner qui dit que c'est limite, c'est classique. Après, voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans le débat, mais oui, je vois ton débat. Il est quand même soupçonné de dopage. Donc pour lui, forcément, oui. Forcément, quand on utilise des méthodes qui sont pas forcément très académiques, on va dire, c'est vrai. Je pense qu'on n'a pas forcément le droit de tenir ce genre de propos. Après, voilà, Carlos Alcaraz, c'est lui qui le dit, mais il y a aussi d'autres tennisman qui le pensent, et je pense qu'il n'est pas tout seul. Après, ouais, Sinner, il est jugé innocent, donc il peut dire ce qu'il veut et rien ne lui sera reproché. Après, si on regarde, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole, c'est-à-dire que ceux qui gagnent le plus qui se plaignent, alors que si on prend le 200e mondial, lui, il va faire le tour du monde pour pouvoir gagner son salaire, donc il va pas se plaindre, alors que pourtant, lui, toutes les semaines, il va faire un tournoi au Canada, puis il reprend l'avion pour aller en Croatie. Enfin, la vie de tennisman n'est pas celle qu'on voit dans les 10 premiers mondiaux, quoi. Donc tu penses en fait que les 10 premiers mondiaux, ils font un peu les stars finalement. Exactement, pour moi, ils en rajoutent. Mais c'est exactement ce qu'a dit Hugo Humbert justement. Il dit que ceux qui sont 50-60e mondial, eux, ils se donnent à fond, à 100% pour essayer d'avoir les meilleures places, alors que ceux qui sont déjà dans les 10 premiers, ils n'ont pas forcément besoin de se donner tout le temps à fond parce qu'ils sont déjà dans les 10 premiers. Ouais, mais après, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, mais quand tu es 60e mondial, ok, tu peux peut-être créer la surprise dans un tournoi majeur. Mais en tout cas, ceux qui sont dans les 10 premiers, très souvent, ils arrivent jusque dans les phases finales. Donc forcément, il y a aussi un rythme qu'il faut avoir. Il y a une condition physique beaucoup plus importante qu'un 200e mondial. Et puis, il y a, comme je dis, la pression aussi médiatique aussi, avec tout l'engouement qui est autour du tennis, parce que c'est un sport qui évolue, qui touche de plus en plus de personnes. Et je pense aussi que voilà, il faut qu'il s'adapte aussi à ce nouveau mode de fonctionnement. Après, là, je viens de regarder maintenant tout de suite le 60e mondial. Actuellement, c'est Gaël Monfils. Et je peux vous dire que Gaël Monfils, qu'il soit 60e ou 140e mondial, vu tout ce qu'il a gagné pendant sa carrière, il n'a pas besoin de faire le tour du monde. Donc il faut vraiment ce débat-là, il est intéressant justement pour les joueurs qui ne gagnent pas des millions. Ce débat, il serait intéressant pour les joueurs qui sont entre la 150e et la 400e place mondiale. Il y a beaucoup de reportages justement sur ces joueurs-là qui justement ont du mal à payer leur coach, leur staff, et qui justement eux font le tour du monde comme j'ai dit pour gagner de l'argent. Ouais. Okay. En tout cas, ils sont un peu obligés en fait de le faire s'ils veulent continuer à poursuivre dans ce sport. Exactement, il y a beaucoup de joueurs qui baissent les bras justement quand ils voient que c'est trop difficile de gagner leur salaire. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat, il était très intéressant. Maintenant, place à la dernière partie de notre émission et j'espère que vous avez bien révisé l'actualité sportive. Ouais. Match point. Alors, première question. Quel ancien joueur de foot a participé hier en double? Diego Forlan. Diego Forlan. Ouais. Alors est-ce qu'on lève la main parce que là ah non, c'est la rapidité, Exactement, Dorian il a été le plus rapide, c'est Diego Forlan qui s'est associé en double à l'Argentin Federico Coria. Ils se sont inclinés lourdement 6-1 6-2 en 49 minutes. Donc c'était à Montevideo. C'est ça exactement, chez lui, il a reçu la wildcard. Donc c'était beau, c'est quand même voir un ancien joueur de foot très très bon
qui se convertit dans le tennis, c'est quand même. C'est quoi, c'est ses premiers pas professionnels? C'est ça, exactement. Il a déjà fait des tournois futurs qu'on appelle, mais là c'était son premier tournoi au niveau challenger. Pour rappel, le niveau challenger, c'est en dessous L'ATP. l'ATP, c'est ça. Mm. Deuxième question, celle-là, elle vient de sortir, elle est toute chaude. L'Américain Taylor Fritz vient de s'imposer dans son 3e match de poule cet après-midi punaise. face à Demi-Nord. Une victoire qui lui garantit pas la qualification pour les demi-finales. Quelle est la condition pour qu'il se qualifie? Que Zverev il perde ou qu'il gagne. Non, pas Zverev. Moi, j'ai pas vu, j'ai pas lu l'article. Je sais qu'il y avait un article sur Fritz, je l'ai vu, c'était le premier, mais. Voilà, J'ai je pas vous ai dit de lire les articles de l'équipe au préalable de Pour un l'émission. match d'Alcaraz. Non, ce Non. soir, petit indice, ce soir il y a un match entre Yannick Sinner et Daniil Medvedev. En sachant que Yannick Sinner a remporté ses 2 matchs et qu'il est déjà dorénavant qualifié. faut Il faut que Medvedev Sinner perde, gagne alors. Medvedev. Il faut que Ouais, Faut que voilà, Sinner c'est ça. gagne Medvedev quoi. Non. Hein Il faut que Medvedev remporte le match face à Yannick Sinner de 7-0. De cette. Ok. Ah, Ok. ouais, faut pas Donc qu'il ça, c'est prenne la un set, seule quoi. condition. C'est la seule condition pour que Taylor Fritz il soit pas en Ça demi-finale. doit être hyper stressant pour C'est ça. lui quand même. Ouais. Après Voilà. le chemin Après, qu'il a c'est- accompli. Après, ça me paraît compliqué quand même. Je pense que Medvedev il gagnera pas parce que justement comme tu l'as dit dans ton papier, il n'était pas contre une élimination. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça m'étonnerait que le Russe se batte, mais bon, dans le deuxième match, il a vraiment fait une bonne impression, donc on sait jamais. Maintenant, petite question sur le ping. Combien de Français sont dans le top 100 mondial? Oh là, Ça, dans c'est le une top très, très 100. bonne question. Combien de Ouais. Français sont dans le top 100 mondial? À peu près. Il y a De Lebrun, il y a Simon Gauzy. Et après, je sais Bah, pas. Après, Moi, je Dites-moi pense un chiffre. 3, moi je pense Moi, je dirais 3. 4, moi. Non, je dirais 8, moi, pas plus. Attends, t'as dit quoi, Paul? 3. 4. 8. C'est Tom qui est le plus proche. Ah ouais? Ils sont 6 actuellement. Waouh. C'est qui Il les y a 3 les autres? 2 frères Lebrun, donc Alexis et Félix Lebrun. Ok. Simon Gauzy, comme tu l'as dit, Ok. Dorian. Il y a Lilian Bardet, Thibaut Poiré et Jules Roland qui est 100e. Et c'est des jeunes, ça ou? Lilian Bardet et Jules Roland, c'est des jeunes qui commencent à confirmer. Ok. Ils ont entre 23 et 26 ans. Et par contre, Thibaut Poiré, lui, il est jeune. C'est la même génération que Félix Lebrun. Ouais, donc très Donc très jeune. très très Ouais, jeune très et jeune. très très prometteur. Futur talent du coup. C'est ça. C'est bien pour la France, quand même. Ouais, ouais. C'est ça. Et dernière question. Celle-là, c'est soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Quelle est la Française qui est sortie de sa retraite pour Ah. pouvoir se qualifier pour les JO 2028 en squash? Ah, je sais pas son nom, mais oui, je l'ai vu. Ah, c'est Ah ouais, un non, nom. ça j'ai pas ça. Là, moi pareil, je Un nom pense trop que dur, je là. pense que j'ai pas. Ah, ouais. Là, c'est- Ah, je l'aurais pas, mais. C'est Camille Serme. Ouais. C'était numéro 2 mondial. OK. Numéro 2 mondial à l'époque. Elle a pris sa retraite. Et là, elle s'est dit, vu que c'est la première fois que le squash va être au JO, je sors de ma retraite pour essayer de me qualifier. Et le tournoi de qualification a lieu dans quelques mois, du coup, elle est en pleine Ah, c'est préparation déjà, là actuellement. Et elle a quel âge? Bah, Très très bonne question, Tom. Là, je Ah, ne peux pas te Ah, répondre. ok. Comment ça s'appelle? Camille Serme. C'est un- Mais c'était une très très grande joueuse de squash, Ouais, numéro 2 mondial. numéro 2 mondial, donc voilà. Du coup, Dorian, est-ce que tu peux nous dire Ouais, quel elle a âge? 35 ans. Ok, bon, Ouais. ça va, ça part Donc, honnête. Ça Donc va. elle aura 39 ans lors des Yes. JO 2028. OK. c'est donc pas ça- mal, c'est quand un même. beau pas challenge mal. à Vrai relever. challenge, ouais, Ouais. c'est ça, hein, c'est ce que j'allais dire. Très beau challenge à relever. Bon, ben, Tu veux pas faire un récapitulatif des scores quand même? Il y a eu quoi? 4 questions? il y a eu 5 questions. J'ai l'impression qu'on a eu 4, je sais pas pourquoi. Ouais. T'as pas fait que 4? Il y en a eu 4. Il y en a eu Il y en a 4, eu quatre. exactement. Il n'y en a pas une cinquième? Il n'y en a pas une Il n'y en a pas une cinquième. cinquième, il n'y en avait Il y en a que pas 4 une aujourd'hui, cinquième. ok. Du coup? Récapitulatif. Tom, 1 point. Dorian, Ouais, j'ai pris un aussi. point. Dorian, 1 Il y en point. a eu 2 qu'on n'a pas donné. Et je crois. Paul, 0 point malheureusement. Mais c'est pas grave. On n'a pas été très bons Tu aujourd'hui. reviendras plus fort Ah, la c'était prochaine dur fois. aussi c'est Ouais, ouais, aujourd'hui les avec questions. plaisir. C'est ça. Bah, après, je vous avais dit. Forlan, moi Oui. j'aurais très bien pu le dire. Ouais, moi moi aussi. j'attendais la fin de la question, Moi je aussi. pensais on levait la main. Bon, si tu veux, je te après- donne le Mais point. Je passe après, moi je reviendrai tout le bien sûr, temps. Non, donc, non, non. Après, je vous avais dit de réviser l'actualité qui était uniquement ouais. sur l'équipe comme Romain Chardin. C'est vrai, Ah mais ouais, tu nous l'as dit quand même il y a une Exactement. demi-heure et on avait cours quoi. Voilà, ben, c'est le but du journaliste. Bon, En tout cas, ouais, on vous remercie déjà à vous deux, Paul et Tom, d'avoir participé à cette émission. J'espère que ça vous a plu. Première Ouais. en direct. Franchement, Ouais. c'était génial. Ah, franchement, ouais. Super équipe. Donc, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Mais en tout cas, très content d'avoir participé. Bah, même ce nous, soir. moi je trouve qu'en troisième émission, c'est quand même un peu amélioré. On verra C'est ça. ce on verra avec la les suite. retours mais et tout, mais c'est Très pas mal. ravi d'avoir fait cette émission avec vous. Merci pour Merci de l'invitation. cette les gars. invitation. Avec plaisir, ouais, bah, et merci à vous d'avoir. Puis merci à ceux qui nous ont écoutés. J'espère qu'il y en avait beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Instagram. Il vient d'être créé, c'est Service Gagnant. Je fais ma petite pub, c'est mon émission. Si vous voulez nous envoyer un message ou même participer à l'émission, c'est sur ça que ça se passe. Et nous, on va se retrouver donc dans 2 semaines, parce que l'émission c'est bimensuel. Donc dans 2 semaines, jeudi prochain à la même heure, au même endroit. Donc on espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on vous dit à bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.